est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Monsieur, que prenez-vous le matin pour votre petit déjeuner? Du thé au lait. Sans manger? Non. Qu'est-ce qui te réveille le matin? La faim? Non, c'est maman qui vient me réveiller parce que sinon je n'ai pas très faim le matin, mais c'est quand je sens l'odeur, ça me donne un peu envie de manger. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Il est 10h ou à peu près 10h sur France Culture et j'ose imaginer, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, que la plupart d'entre vous ont déjà consommé leur petit déjeuner. Mais si ce n'est pas le cas, et si vous avez pu faire la grasse matinée, tant mieux pour vous puisque vous allez pouvoir déguster votre premier repas de la journée dans un environnement sonore qui lui sera adapté. Le petit déjeuner, en effet, est le thème de cette émission. Vous penserez peut-être que c'est un sujet futile, mais ce ne sera pas sans une légèreté coupable. Et je me risque à croire que vous serez bientôt convaincus du contraire grâce aux propos de mon invité Christian Grattalou, professeur émérite à l'université de Paris 7 Denis Diderot, qu'on désigne quelquefois comme le plus historien des géographes, et qui s'est illustré récemment par le grand succès public de plusieurs atlas historiques. Il s'est penché sur le sujet du petit déjeuner avec une gourmandise qui est tout à fait adaptée à celui-ci. Il va le restituer dans la longue durée d'une pratique qui règne aujourd'hui en Europe, tout en le situant au cœur de mouvements planétaires, ceux qu'ont parcouru les ingrédients variés qui ont surgi d'âge en âge dans les tasses matinales. Le café, le thé, le chocolat en particulier vont s'imposer à notre attention. Christian Grattalou a cette formule « Quand le déjeuner devint petit, le monde est devenu grand ». Et en effet, ces produits n'ayant rien d'européen, leur arrivée et leur popularité dans notre continent, à partir pour l'essentiel du XVIIIe siècle, nous amènent jusqu'à une histoire de la mondialisation, et notamment jusqu'à celle de la division entre le Nord et le Sud et des diverses colonisations. On ajoutera que de pays en pays, le petit déjeuner est loin d'être uniformisé, sinon dans les hôtels partout similaires, et qu'il peut informer sur diverses spécificités nationales. Et d'abord, Interactualité, 22 mars 1980. Le salon de la boulangerie et de la pâtisserie ouvert depuis ce matin à la porte de Versailles à Paris va servir de prétexte aux boulangers pour inciter les Français à prendre un vrai petit déjeuner. Les statistiques prouvent en effet que la plupart des accidents du travail se produisent entre 11h et midi lorsque la faim se fait sentir. Elles prouvent également que l'attention des enfants baisse en fin de matinée. Pour le docteur Kreff, cela signifie que les Français doivent cesser de bouder leur petit déjeuner, qu'ils doivent le prendre copieux et éviter les pièges de la monotonie. Le docteur Kreff. Le petit déjeuner doit être un grand repas. Il est escamoté en France et c'est bien navrant. Pour avoir un bon petit déjeuner, eh bien, il faut essentiellement qu'il apporte une crudité, sous forme de jus de fruits, une cuidité, par exemple, sous forme de compote, un féculent ou un farineux sous forme de pain ou de farine, du lait, des protéines sous forme d'œufs, de jambon ou d'un petit morceau de viande de la veille, et de l'eau, bien entendu, sous forme de thé et de café. L'essentiel est de diversifier au maximum et ne pas enfermer le sujet dans le sempiternel café au lait, aliment indigeste de surcroît. Dans ce pays qui est celui de la gastronomie, il est navrant de voir les maîtresses de maison proposer toujours le même petit déjeuner qui devient facteur de lassitude, alors que tous les matins, il faudrait changer et venir à table manger quelque chose de différent. Sage conseil s'il en est, j'espère que nos compagnes en ont pris bonne note. Je vous en reparlerai demain. Christian Grattalou, bonjour. Bonjour Jean-Noël Jeannet. Nous nous situons en 1980, c'est assez loin, je passe sur le fait que, évidemment, ce sont les compagnes
qui font le petit déjeuner. Mais là n'est pas essentiel. J'ai voulu vous conduire d'emblée vers une interrogation sur le petit déjeuner qui occupe les préoccupations de beaucoup, mais qui en même temps est au fond, vous le dites, un modeste. Peut-être parce que sa constance, sa banalité semble le rendre indigne de toute curiosité. Heureusement, vous êtes là. Justement, c'est cette modestie qui est intéressante. Et le docteur Krefft, dans l'extrait d'Interactualité, insistait sur le sempiternel café au lait. C'était effectivement quelque chose qui s'est imposé dans les milieux populaires et bien au-delà de l'Europe occidentale et au-delà aussi, dans la fin du 19e et qui a régné et qui règne encore très largement aujourd'hui dans les sociétés d'Europe occidentale. Donc c'est le fait que ça soit toujours pareil fait que le petit déjeuner est sous les radars, comme on dit, c'est-à-dire ne suscite pas l'intérêt. Dieu sait si dans toutes les librairies, les rayons de gastronomie ou d'alimentation sont invasifs, comme on dirait aussi, parce que mais ça concerne que les repas de midi et du soir. Le petit déjeuner n'a jamais étoilé aucun chef. Absolument. On n'a pas de petit déjeuner célèbre. Et au contraire, c'est le petit déjeuner pour lequel, quand on met les pieds sous la table, alors dans l'extrait d'Interactualité, c'est plutôt le monsieur qui met les pieds sous la table et il ne pose pas au petit déjeuner la question à son épouse « Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» C'est toujours pareil. Inversement, il posera certainement la question à midi ou le soir. Donc, on a là quelque chose qui est modeste, qui semble ritualisé, qui est parfois d'ailleurs peu pris en commun, qui est souvent un peu qui est déconstruit dans la famille, où les gens se prennent successivement, ce qui fait que la mère de famille pourra interpeller ses enfants « Avez-vous bien pris votre petit déjeuner ?» Un autre aspect de cette histoire que vous démontrez très bien dans votre livre consacré à ce thème, c'est le fait que la plupart des composantes du petit déjeuner européen à notre époque sont venues d'ailleurs. Et c'est pourquoi c'est aussi un sujet qui concerne la mondialisation que vous connaissez si bien et que vous avez tant étudié. C'est pour moi tout à fait un symbole des rapports Nord-Sud. Et j'avais, en tant qu'enseignant, souvent éprouvé le fait que c'était un bon moyen pédagogique pour s'intéresser aux aspects de l'inégalité, à commencer par l'inégalité des productions agricoles, entre ce qu'on appelle aujourd'hui le Nord et le Sud. On ne s'intéresse pas assez souvent au fait que le petit déjeuner ne peut être que très récent, enfin récent en siècle. On remonte, comme vous l'avez dit, au XVIIIe siècle. C'est très court. Ah oui, c'est 2 siècles et demi tout au plus, et aujourd'hui on voit plutôt ce rite matinal se défaire. C'est le moment où les quelques familles londoniennes, amstello-damoises ou parisiennes ont commencé de pratiquer ce rythme matinal ou matutinal. Au début du XVIIIe, c'est une affaire de riches, et de riches urbains. Aujourd'hui, on dirait qu'ils sont branchés. C'est-à-dire qu'ils sont liés à des circuits internationaux qui amènent des pays tropicaux, des plantations tropicales, du sucre, parce que c'est un repas sucré, ce qui est aussi une nouveauté, du café, du thé, du chocolat. Ces plantes ne poussent pas dans les pays tempérés. Quelques décennies auparavant, on les aurait encore qualifiées d'épices. C'est-à-dire que c'est des produits qui viennent de loin, qu'on achète fort cher, non pas parce qu'ils sont originellement rares, mais parce qu'il a fallu payer tout le prix de transport. Du coup, ça dessine forcément, dès le début, une différenciation sociale de la pratique du petit déjeuner. C'est d'abord une affaire de riches. Au départ, oui, c'est une affaire de riches. C'est plus difficile à la radio, mais on peut commenter le tableau de Boucher qui est au Louvre, qui s'appelle « Le déjeuner ». Il n'est pas encore petit. Et qui est un repas. Il y a une horloge en plus, donc on sait qu'il est 8h du matin à peu près. Ce qui est aussi une démonstration de richesse au début du XVIIIe d'ailleurs. Et dans ce tableau, on voit une famille avec des enfants, ce qui est aussi une nouveauté au XVIIIe siècle, prendre probablement du café, peut-être du chocolat. C'est pas, la couleur est un peu ambiguë, mais c'est pas du thé. Il y a une théière par ailleurs dans le tableau. Donc on a là quelque chose qui est une démonstration de nouveauté et de richesse. Mais à la fin du XVIIIe, le Parisien populaire, dans la rue, peut acheter chez un marchand ambulant, qui vendra peut-être l'après-midi de l'eau, mais il peut acheter du café à peu près chaud, qu'il peut boire dans une timbale dans la rue. Le café sera d'ailleurs le carburant de la Révolution française. Vous notez, Christian Grattalou, qu'à l'époque on dit déjeuner. Je voudrais que nous nous attardions un instant sur l'origine de l'expression. En France, ailleurs, déjeuner avec un accent circonflexe, par exemple Julien Gracq met toujours un accent circonflexe sur déjeuner avec une certaine coquetterie pour marquer que c'est la fin d'un jeûne. Oui, tout à fait. Le géographe est content que vous citiez Gracq, son collègue. Louis Poirier, professeur de géographie. Voilà. Effectivement, le mot déjeuner signifie que c'est le repas qui suit le jeûne
nocturne. C'est le moment le plus long pendant lequel on ne s'alimente pas, plus de 8 heures en général, entre un repas pris en fin de journée et le repas pris le lendemain matin. Alors qu'on considère que c'est 6 heures, en gros, la durée... la digestion, oui, c'est 6 heures. Au bout de 6 heures, un corps normalement constitué a faim. Donc là, on s'alimente le matin. Et dans la plupart des sociétés, c'est une alimentation qui ressemble à celle des autres repas. Ce sont souvent d'ailleurs des restes, parce qu'on n'a pas eu le temps de cuisiner avant le déjeuner. Il faut déjà allumer le feu, ce qui est une tâche qui nécessite que quelqu'un se lève avant les autres. Le médecin tout à l'heure insistait sur la réutilisation des restes. Voilà, le fait que c'est une vieille histoire. De même que comme le matin, on a besoin de boire. On est un peu en déficit hydrique. Et donc, on prend souvent de la soupe. C'est encore d'ailleurs mon grand-père paysan déjeunait, petit déjeuner pas, vers 8-9 heures du matin, avec une soupe au lard. Mais il avait pris du café à 5 ou 6 heures du matin pour commencer à travailler. Dans les années de ma prime enfance, on prenait de la bouillie. Oui, c'est ça, la bouillie. Les Anglais, d'ailleurs, ont continué avec le porridge. Dans une certaine mesure, les céréales en sont la dérivation contemporaine. Vous parlez de la Grande-Bretagne, c'est breakfast, c'est-à-dire la rupture du jeûne. Tout à fait. Et dans d'autres pays, c'est tout simplement et autrement le premier repas, Frühstück en allemand. Voilà, prima colazione en italien. On a ces deux grandes familles, premier repas ou rupture du jeûne. Pourquoi le glissement quand le déjeuner devient le petit déjeuner et le déjeuner est le repas de midi qui s'est longtemps appelé dîner, le souper ayant dans beaucoup d'endroits disparu? Alors d'abord c'est une affaire sociale et géographique. Géographique parce que c'est né à Paris, dans la première moitié du XIXe siècle. On le perçoit dès l'époque impériale. Et puis ça se diffuse socialement sous la monarchie de Juillet. Et d'ailleurs, Balzac en est témoin, et il le raconte dans ses romans. On a là quelque chose où le déjeuner devient petit parce que, en fait, ce repas du matin, ce déjeuner, c'est divisé en deux à la fin du XVIIIe, avec une première collation avec ces stimulants que sont les boissons d'origine tropicale tôt le matin, et puis un repas qui est pris en fin de matinée, mais qui est le second déjeuner. Alors on disait le petit et le grand, le premier et le second, et c'est le grand déjeuner est devenu le déjeuner tout court, à midi, et le petit déjeuner est resté petit déjeuner. Cela est à Paris. Parce que si on va plus loin, on s'éloigne de la capitale, surtout si on franchit les frontières, qu'on va en Wallonie ou en Suisse ou au Québec, aujourd'hui encore, le déjeuner, c'est le matin, le dîner, c'est le midi, et le souper, c'est le soir. Et pour ma part, qui suis d'origine à la fois provinciale et populaire, j'ai eu du mal, quand je suis venu à Paris à 20 ans, de déjeuner et non pas de dîner le midi. Et ça pose des quiproquos, éventuellement, quand on est invité. Il faut se méfier. En tout cas, si on est invité à un déjeuner ou à un dîner à Genève ou en Wallonie, il faut peut-être faire attention et demander l'heure. Vous nous dites ensemble que c'est le premier repas de la journée, mais que c'est le dernier de l'histoire. Ben oui, parce qu'il est très récent. Dans une certaine mesure, les repas de midi et du soir ont une longue filiation. Bien sûr, il y a eu les grands changements liés à la cuisine savante inventée autour de la cour de Louis XIV à la fin du XVIIe siècle et qui ont eu des effets, entre autres avec l'invention du restaurant à la fin du XVIIIe siècle à Paris encore. Mais il s'agit en fait d'évolution progressive. Tandis que l'apparition au début du XVIIIe du petit déjeuner, sa diffusion rapide, à partir de la massification de la consommation de café dans l'ensemble de l'Europe continentale et de thé en particulier au Royaume-Uni, mais aussi de cacao, en particulier dans la péninsule ibérique, eh bien, c'est cette diffusion massive qui a multiplié les plantations et donc multiplié les traites négrières. Il ne faut jamais oublier cet arrière-plan. C'est quelque chose qui a banalisé ce repas, malgré tout, toujours très récent, c'est-à-dire 2 siècles et demi. On revient vraiment à la mondialisation, puisque chacun des 3 principaux ingrédients du petit déjeuner a son origine dans un continent extérieur. Le thé en Asie, le cacao en Amérique et le café en Afrique. C'est un trait frappant. Alors, ils ont tous des histoires très différentes, des usages qui n'étaient pas du tout cohérents les uns avec les autres, et c'est les Européens qui les ont associés. Et ensuite, les ont spécifiés particulièrement pour le petit déjeuner. Mais c'est à la fin du XVIIe qu'ils arrivent, où ils sont pris à différents moments de la journée, sans d'ailleurs enthousiasme successif. On pourrait prendre Louis XIV comme exemple, il a goûté aux 3, et il est revenu à l'infusion de sauge, qui était sa préférée. Et j'observe que Madame de Sévigné, à laquelle nous consacrions notre émission la semaine dernière, a elle-même beaucoup varié, puisque elle commence par dire à sa fille, on est en 1670, elle passe par Lyon,
qu'elle est très préoccupée du fait que Madame de Grignan ne pourra pas se procurer de chocolat. Et puis, quelques mois plus tard, en 1671, elle écrit « Je vous conjure, ma très chère bonne et très belle, de ne point prendre de chocolat. Je suis fâchée contre lui personnellement. » Et puis, le 28 octobre, elle l'aime à nouveau. Oui, mais enfin, on est habitué au changement de position rapide de Madame de Sévigné. C'est un de ses charmes. Voilà, absolument. En tout cas, ça témoigne très bien de la mode du chocolat, qui est pris à des heures différentes, qui va se poursuivre d'ailleurs pendant tout le XVIIIe siècle. Alors, faut pas oublier, bien sûr, que c'est toujours du chocolat liquide. Le chocolat ne devient solide qu'avec la révolution industrielle. Et ce chocolat liquide n'est pas du tout une boisson d'enfant. Il ne faut jamais l'oublier. Je rappelle aussi que chocolat, c'est encore une invention européenne, puisque bien sûr c'était le cacahualt, pour parler nahuatl, pour parler aztèque, c'était bien une boisson américaine, mais qu'il était pris sans sucre, puisque la canne à sucre, elle, est d'origine asiatique et est venue avec les conquistadors. C'est seulement au milieu du XVIe que des Espagnols, des colons, ont l'idée d'associer sucre et cacao. Et là, ils inventent le chocolat. Alors là, le succès est immédiat, va se répandre assez rapidement en Espagne, entre autres par les couvents, et au-delà, en Europe, dans le cours du XVIIe siècle, par exemple en France, soit c'est par Bayonne que le chocolat est passé, soit c'est par la cour royale, puisque Louis XIII puis Louis XIV ont eu 2 épouses espagnoles. Donc elles sont amenées, et surtout Marie-Thérèse, elles ont amené du chocolat avec elle. Marie-Thérèse avait une chocolatière qu'on appelait la moulineuse, parce que le chocolat devait être mousseux. Devait être agité par un petit moussoir, c'est-à-dire un fouet à chocolat. Consommé par elle avec des charcuteries, des churros. Voilà, et puis des churros, oui, d'ailleurs c'est resté le petit déjeuner madrilène, chocolaté con churros, qui ne se consomme pas tout de suite en se levant, c'est assez lourd, mais Marie-Thérèse le consommait évidemment avec de la friture, des churros, et au XVIIIe siècle, c'est devenu une boisson très très à la mode, mais pas forcément le matin. Le matin, on prenait plutôt les stimulants, café, thé, et c'était plutôt l'après-midi qu'on prenait du chocolat, qui avait une réputation un peu sulfureuse, Pourquoi ? C'est-à-dire un peu celle du Viagra. Ah oui. Oui. Casanova fait remarquer que, je crois à peu près le citer, le champagne, c'est bien pour mettre ces dames en condition, mais le chocolat, c'est beaucoup plus efficace. Vous dites sulfureux, c'est votre affaire. Oui, c'était un excitant en tout cas. Il y a un passage d'ailleurs dans Così fan tutte où la servante donne du chocolat à ses maîtresses pour, disons, faire aller un peu plus vite le processus de séduction. Finalement, c'est elle qui le boit d'ailleurs, mais enfin, ça c'est... Je suis sûr que cette partie de notre conversation sera écoutée avec une attention spécifique. Oui, mais c'est une réputation qui a disparu, puisque au XIXe siècle, le chocolat est devenu la boisson des enfants. Allons bon. Quant aux effets particuliers de telle ou telle de ces 3 boissons, le thé, le café et le chocolat, on peut parler du café, et par exemple donner la parole à Balzac, dont on sait qu'il consommait un très grand nombre de tasses de café par jour dans son traité des excitants modernes, 1839, il s'exprime de la sorte. C'est une lecture de Frédéric Cantrel. C'est un extrait de l'émission de René Elkaïm-Bollinger qui s'appelait De bouche à oreille. Celle-ci date d'octobre 2003. Il s'agit de l'emploi du café moulu, foulé, froid, pris à jeun. Ce café tombe dans votre estomac, qui, vous le savez par Brillat-Savarin, est un sac velouté à l'intérieur et tapissé de suçoirs et de papilles. Il n'y trouve rien. Il s'attaque à cette délicate et voluptueuse doublure. Il devient une sorte d'aliment qui en veut ses sucs. Il les tord, il les sollicite comme une pythonisse appelle son dieu. Il malmène ses jolies parois comme un charretier qui brutalise de jeunes chevaux. Les plexus s'enflamment, ils flambent et font aller leurs étincelles jusqu'au cerveau. Dès lors, tout s'agite. Les idées s'ébranlent comme les bataillons de la grande armée sur le terrain d'une bataille, et la bataille a lieu. Balzac, traité des excitants modernes. Donc, en ce mi-temps du 19e siècle, Christian Grattalou, le café fait désormais partie de la vie quotidienne. Mais Balzac ne le buvait pas seulement au petit déjeuner.
Oh, il le buvait presque 24 heures sur 24 parce qu'il dormait très peu. Et justement, il buvait du café pour dormir très peu. Grâce à quoi nous avons la comédie humaine. Oui, c'est ça, nous en avons la comédie humaine, mais il a quand même abrégé sa vie avec cette pratique. On sait depuis le début du 19e siècle, c'est Goethe qui avait lancé la recherche scientifique, que le café contient de la caféine dont on a décomposé la molécule et dont on connaît bien les effets. On apprendra d'ailleurs assez vite plus tard que ce qu'on croyait être une substance légèrement différente, la théine, c'est de la caféine. C'est exactement la même substance. Donc, dans le thé et dans le café, avec des modalités de diffusion dans le corps un peu différentes. Le thé, c'est plus lent parce que le thé ne contient pas que de la théine. Mais il a des tanins aussi qui retardent l'absorption. Le café, lui, c'est beaucoup plus immédiat, cette diffusion de la caféine. On sait que ce sont des excitants. C'est pour ça que, d'ailleurs, le café va devenir beaucoup moins une boisson possible pour les enfants à partir du 19e siècle et que le chocolat va s'y substituer. Mais le café s'impose dans l'Europe continentale, et même d'ailleurs chez les Britanniques qui consomment aussi beaucoup de café, comme la boisson de base, et en particulier la boisson de base des petits déjeuners additionnés de lait. Là, on remonte déjà à la moitié du XVIIe siècle. Je vois que Piero della Valle, qui est un voyageur éminent, qui est aussi celui qui a importé le chat persan en 1669, proposait du café à la ronde à Paris. Oui, le café s'introduit en particulier à Paris au milieu du XVIIe siècle. Les premiers établissements de café, qu'on appellera plus couramment les cafés, c'est à la fin du XVIIe siècle. Il nous reste le Procope, qui a été le second installé à Paris. Et, qui existe toujours, qui a été un café important. Oui, qui avait un peu disparu. Au moment de la Révolution. Qui a été reconstruit, mais qui a été important surtout pour les philosophes. C'est pas tout à fait qu'une légende, même si le café actuel, disons, le cultive beaucoup. Mais vous avez ce phénomène du café additionné de lait. Alors, le fait de mettre du lait dans le café, dans le thé et dans le chocolat, ça, c'est une invention totalement européenne. Pour un Chinois, d'ailleurs, mettre du lait dans du thé, c'est à peu près comme pour un Français mettre du Coca-Cola dans un grand cru bordelais. Ce que font aussi parfois, dit-on, certains Chinois. Toute cette histoire, celle de la mondialisation de ces produits, c'est celle d'une adaptation de l'Europe à des produits venus d'ailleurs. Oui, l'Europe fait son marché dans le monde entier, et en particulier sous les tropiques, où elle produit ses propres fabriques, les plantations, mais elle les adapte, elle les insère dans ses propres traditions culinaires. L'Église est réticente d'abord, jusqu'à ce qu'un pape Clément VII, qui était sûrement un gourmet, approuve au début du XVIIe siècle l'usage du café. Je vous lis. Oui, c'est début XVIIe, mais c'est en fait, c'est une histoire amusante parce que le café, lui, est une plante qui est cultivée seulement depuis les 12e, 13e siècles au Yémen. Il est venu d'Afrique, d'Éthiopie, et il s'est diffusé assez rapidement dans le monde musulman par l'intermédiaire des pèlerinages de la Mecque. Or, là aussi, comme pour le pape, il y a eu une réticence de la part des autorités religieuses, et en particulier d'El-Azhar, contre cette boisson qu'on pouvait peut-être assimiler au vin, puisqu'il avait des effets très rapides sur le corps. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il permettait de pas dormir, et en particulier dans les couvents de soufis, il a été utilisé pour les prières nocturnes. Et quand il est venu en Europe, via les Vénitiens, la papauté s'est posé la même question, en se disant, est-ce que cette boisson, mais c'est pas qu'on lui reprochait de ressembler au vin, ça, dans le monde chrétien c'est pas un drame, mais de venir d'un pays musulman. C'était ça ce qu'on lui reprochait. Et donc, cette boisson d'origine musulmane, on l'a suspectée de ne pas être très chrétienne. Je vais vous donner à entendre un extrait d'un récit d'Antoine Galland, qui est un voyageur fameux de la fin du XVIIe siècle, qui évoque l'origine du progrès du café chez les Arabes. C'est un extrait de l'émission de René Elkaïm Bollinger qui s'appelait De bouche à oreille. Celle-ci date d'octobre 2003, avec une lecture de Frédéric Cantrel. Un chamelier, se plaignant à des moines de l'Arabie que ses chameaux veillaient toute la nuit certains jours de la semaine et sautaient contre leur coutume, le prieur ou l'abbé du couvent, curieux de savoir pourquoi ces animaux étaient si éveillés et si gais, se donna la peine avec un compagnon de les observer une nuit dans l'endroit où cela leur arrivait. Ayant remarqué qu'ils y mangeaient du fruit de certains arbrisseaux, il fit bouillir de ce fruit dans de l'eau et en éprouva qu'en buvant de cette eau, elle excitait à veiller. Cette découverte fit qu'il ordonna à ses moines d'en boire, afin qu'ils eussent moins de peine à assister à l'office divin pendant la nuit. Antoine Galland,
de l'origine et du progrès du café. En somme, parmi ce trio, c'est-à-dire chocolat, thé, café, c'est le café qui est le souverain. J'observe que actuellement on consommerait, d'après les statisticiens ou les géographes, cher Christian Grattalou, on consommerait 7 millions de tonnes de café chaque année et 2 milliards de tasses par jour. Ça vous paraît vraisemblable ? Oui, c'est tout à fait vraisemblable. Proposer un café, c'est ce que l'on fait constamment quand on rencontre quelqu'un, et en particulier le matin, c'est c'est la boisson typique dans la plupart des cas, beaucoup plus que le thé, qui maintenant néanmoins commence à reprendre du poil de la bête, et pas seulement dans les pays anglo-saxons. Donc oui, le café est devenu une sorte de norme. Prendre son jus, comme on disait à l'armée autrefois, le matin, c'est quelque chose d'inévitable, avec ou sans lait, le plus souvent avec lait, avec ou sans sucre, mais aussi le plus souvent avec sucre. À l'armée, on parle parfois de PDDM, petit déjeuner du matin, n'est-ce pas ? Voilà, PDDM, oui, j'ai connu ça aussi en colonie de vacances. Si j'avais donné ce titre à notre émission, je ne suis pas sûr que tout le monde aurait compris. Non, c'est un peu... Surtout avec le déclin du service militaire. Mais oui, c'est un rite qui posait pas... et c'était du café qu'on servait. Qui avait un côté plus boisson d'homme, alors que le thé avait la réputation d'être une boisson plus féminine. Donc dans cette répartition, le café s'était imposé comme le café des ouvriers, le café des soldats, mais aussi le café des écoliers qu'ils prenaient avec plus de lait, c'est tout. C'était quelque chose qui était la stimulation du matin et le début de la journée de travail. Alors maintenant, le thé dont on observe que c'est aujourd'hui la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Oui, c'est d'ailleurs essentiellement de l'eau, mais le thé d'abord a une particularité, c'est qu'à la différence du café ou du chocolat qui est peu bu, à la fois dans les régions d'origine et dans les régions productrices, sauf peut-être le Brésil, qui est quand même un grand consommateur de café, le thé reste d'abord et avant tout une boisson chinoise. C'est quelque chose qui a été mis au point par les Chinois, le Camellia sinensis, le buisson qui est le théier, et quelque chose qui est originaire de la Chine du Sud, et c'est en Chine, au moins au 2e millénaire avant notre ère, que l'on a mis au point cette infusion qui consiste à faire mettre dans de l'eau chaude, faire bouillir éventuellement, donc c'est plutôt une décoction, des feuilles de thé, des feuilles de théier. C'est de ce fait techniquement le plus simple par rapport au café ou au chocolat qui nécessite des tas de préparations préalables. Tandis que le thé, même s'il a développé une culture tout à fait équivalente à celle de l'œnologie, avec une multitude de manières de le préparer, une multitude de plants, de crus, de régions. De lieux, oui. Darjeeling, ce n'est pas la même chose que l'Earl Grey, qui est d'ailleurs une invention tardive. Oui, mais le Darjeeling aussi, c'est lorsque les Britanniques ont amené du thé en Inde. Ça, c'est seulement après la première guerre de l'opium, qui devrait s'appeler la guerre du thé, d'ailleurs, pour être plus logique. Qui date de 1840-1842. Le traité de Nankin, qui la termine, permet justement d'acheter des plants de thé et d'amener la technologie du thé en Inde. Donc c'est à partir des années 1840 que les Britanniques se procurent énormément de plants de thé. Il y a un voyageur célèbre qui a été un grand acheteur de plants de thé, qui s'appelait Robert Fortune, dont on a gardé un très joli petit livre qui s'appelle la route du thé et des fleurs, où on le voit déguisé en mandarin chinois, collecter des plants de thé à travers la Chine. Je le recommande aux auditeurs. Donc la Grande-Bretagne joue un rôle essentiel dans cette diffusion en Europe. A nice cup of tea. Voilà, en fait, le thé a été amené par des Néerlandais, parce que c'est des compagnies des Indes néerlandaises qui ont amené le thé. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle thé et non pas chai. Cette diffusion a été très vite reprise par la compagnie britannique des Indes. Donc c'est pour ça que les Britanniques ont été de grands consommateurs de thé dès le XVIIIe siècle. Tellement consommateurs d'ailleurs qu'ils ne pouvaient s'en procurer qu'en Chine, qui était le seul producteur massif à l'époque, et que c'était un commerce totalement déficitaire. La compagnie des Indes achetait du thé contre de l'argent, qui lui venait d'Amérique, donc on est en pleine mondialisation, les Chinois n'achetaient rien aux Britanniques, rien ne les intéressait, jusqu'à ce que la Compagnie des Indes ait eu l'idée d'utiliser une plante qui poussait abondamment en Inde, dans le delta du Gange qu'ils contrôlaient, que la compagnie contrôlait, et qui était l'opium, qui était le pavot, mais dont ils tiraient l'opium. Et là, ils sont vite aperçus que les Chinois étaient grands demandeurs. Donc la Compagnie des Indes britanniques a été pendant un bon demi-siècle, d'abord et avant tout, un trafiquant de drogue, contre du thé.
qui est une drogue plus douce. Et c'est le ressort de la guerre que vous évoquiez. Voilà, la guerre de l'opium. Lorsque les Chinois ont voulu réguler ce commerce, qui évidemment avait des tas d'inconvénients, la consommation d'opium désorganisant la société, les Britanniques ils ont détruit des cargaisons d'opium britanniques. La compagnie s'est fâchée, a entraîné l'État britannique dans l'affaire, et il y a eu la guerre que les Britanniques ont gagnée. Ils en ont gagné Hong Kong à l'époque, et puis bien sûr le traité de commerce qui leur a permis de s'emparer, somme toute, de la production de thé qu'ils ont diffusé tout autour de l'océan Indien dans leur colonie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le premier exportateur de thé au monde n'est pas la Chine, qu'il consomme, premier producteur, mais qu'il consomme essentiellement, mais le Kenya. La plupart des petits sachets de thé breakfast qu'on boit couramment, ça vient du Kenya. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Nous avons donc ensemble, Christian Grattalou, évoqué le flux de ces productions, thé, café, chocolat en Europe, et la manière dont l'Europe se les est appropriées, en somme. Il faut avancer, 19e, 20e siècle, avec en particulier la diffusion dans des classes plus populaires de ce qui était d'abord une pratique bourgeoise. Et c'est là que la publicité intervient, avec beaucoup de vigueur. Nous sommes ici en 1933. Mesdames, vous qui êtes charmantes, ah, mesdames, souffrez qu'on vous présente un gentilhomme brillant et beau, c'est le célèbre Chocolat Mignot. Comme un chevalier qui gagne des batailles, son succès lui a valu bien des médailles. De Londres, de Liège ou même de Milan, il est revenu vainqueur et triomphant. Délicieusement il fleure la vanille, et dans le goûter de la petite fille, il se fait si doux, si sucré, si fondant, que toute ravie, elle lui dit en chantant: Chocolat Mignot, vraiment je suis conquise. Chocolat Mignot, ta saveur est exquise. Si pour te parer tu prends une noisette, tu égales alors la plus fine croquette. Chocolat Mignot, il faut te rendre hommage. Chocolat Mignot, chantons sur ton passage. Et vive le fils du cacao, vive le délicieux Chocolat Mignot. Christian Grattalou, que vous inspire l'écoute de cette vigoureuse publicité, cette réclame, comme on disait à l'époque? Alors, les réclames sont presque une invention du petit déjeuner, enfin qui découle du petit déjeuner, parce que là, en tout cas, dans le domaine agroalimentaire. Vous êtes vraiment impérialiste avec votre sujet. Ah oui, tout à fait. Le petit déjeuner, c'est le lieu de l'invention agroalimentaire, donc de ce fait de la publicité de masse. On a tous en tête, pour les Français, les publicités du chocolat Poulain, qui est blésois, et qui a été une vraie multinationale, la seule concurrente possible en France par rapport aux entreprises suisses qui s'étaient mis en place dans la seconde moitié du 19e. Avec toutes sortes de noms que nous connaissons aujourd'hui, Suchard, Lindt, Nestlé, ce sont les noms d'entrepreneurs successifs. Oui, ce sont tous des Suisses. Pourquoi la Suisse? Pourquoi la Suisse? Parce qu'elle est protestante. Ah, j'allais vous conduire à la question du regard selon le critère religieux vers notre sujet de ce matin, c'est-à-dire le petit déjeuner. Eh oui, et tout commence à Bristol. On est quand même assez loin de la Suisse, mais qui est un port d'importation dont on voit bien le lien dans les rapports Nord-Sud. Mais Bristol, c'est aussi un lieu où il y a des Quakers. Et il y a une famille qui s'appelle la famille Fry qui cherche à lutter contre l'alcoolisme dans les classes populaires. Et pour ça, elle essaye de développer d'autres types de boissons, nous le chocolat. Et elle va développer, dans le cadre de la révolution industrielle aussi, du chocolat sous forme de pastilles, on dirait de bonbons aujourd'hui, pour essayer de toucher les enfants. Les liaisons protestantes amènent le chocolat en Suisse, et en Suisse, on va inventer l'instrument du partage. À partir du moment où le chocolat est devenu solide, on va en faire des tablettes, mais les tablettes sont avec des petits carrés de chocolat, pour qu'elles puissent être partagées équitablement entre tous les enfants. Les carrés surgissent quand ?
C'est les années 1860 à peu près que vous avez cette mise en place, mais il y a quelques précédents. Mais enfin, tout cet agroalimentaire qui se met en place. Avec le papier d'argent qu'on était supposé économiser pour faciliter la vie des petits Chinois, c'est ça? Oui, les papiers d'étain souvent d'ailleurs, qu'on appelait papier d'argent parce qu'il était brillant. On fait des petites boulettes pour pouvoir ensuite les fondre et, dit-on, les envoyer aux missionnaires en Chine, puisqu'à l'époque on était assez préoccupés parce qu'on appelait le péril jaune. Mais on s'éloigne un peu du chocolat. Oui, et du petit déjeuner. Voilà. Donc oui, le chocolat devient un objet industriel et entre autres, il y a une firme qui s'est construite, qu'un pharmacien vaudois a construite d'abord sur le lait en poudre puis le lait concentré, qui sont des inventions, des États-Unis pendant la guerre de sécession. Lait sucré, lait concentré. Lait concentré sucré, oui, qui est Nestlé, Henri Nestlé, qui va devenir la grande multinationale de l'agroalimentaire qui existe toujours aujourd'hui et dont une des formes aujourd'hui sont les capsules pour les percolateurs individuels. Pas de nom à cette antenne, si vous voulez bien. Voilà, mais j'ai juste parlé des capsules. Oui, j'ai bien noté. Quelle prudence et quelle sagacité. Donc on a la mise en place en Suisse d'un chocolat à la fois de grande diffusion mais relativement haut de gamme et des copies nationales dont la firme Poulain n'est pas la seule bien sûr mais sans doute l'une des principales. Alors Poulain ayant été l'inventeur de la vignette, de la petite image qui est dans les tablettes et que l'on peut collectionner. On rejoint la question de la publicité dans l'essor du petit déjeuner sous ses formes contemporaines. Il faut des grandes entreprises pour avoir des moyens publicitaires et ça va être quelque chose qui, sous forme de ces réclames, on a tous en tête des affiches où l'on voit des consommations de cacao pour les enfants, mais aussi de thé ou de café, étant donné que ce sont souvent les mêmes diffuseurs, voire les mêmes producteurs des éléments commercialisés. Vous faites un lien entre cette définition progressive du petit déjeuner, Christian Grattalou, et la révolution industrielle. Oui, parce que il faut pas oublier que c'est toujours une affaire de grandes entreprises. J'ai évoqué brièvement tout à l'heure les compagnies des Indes qui n'avaient pas pour objectif initial au départ le transport de ces boissons et leur commercialisation, mais pour qui ça va prendre une importance très grande. On a vu le rôle que ça avait pour la compagnie britannique le commerce du thé et la nécessité de se fournir en thé, mais le café qui très vite d'ailleurs est cultivé aux Antilles dès le début du XVIIIe siècle, on appelle ça le café des îles, va prendre une importance considérable. Le thé, faut le faire sécher, faut l'organiser en différentes briquettes parce que on oublie un peu, mais le thé de grande qualité est un thé relativement frais qui se consomme vert. Les Européens qui mettaient plusieurs mois, presque une demi-année pour ramener du thé de Canton à Londres, devaient le transporter sous forme de briquettes de thé noir, c'est-à-dire de thé concentré, macéré, et quelque chose qui va être à la base du goût du thé britannique. Thé comme dopant. Voilà, et qui va être effectivement pas forcément aussi concentré en théine que le café vert. On oublie souvent que le thé vert est plus excitant que le thé noir parce que il est plus frais et la concentration en théine est plus importante. Tout cet essor est accompagné par une amélioration des moyens techniques de s'emparer du bonheur du café, du thé ou du chocolat. Écoutez donc cette archive extraite de l'émission qui s'intitulait, ce n'est pas par hasard, Chut, c'est l'heure du petit déjeuner, une émission de Claude Archambault, le 1er janvier 1971. On est au Salon des Arts Ménagers. Écoutez. C'est l'heure de préparer le café dans une nouvelle cafetière particulièrement remarquée au Salon des Arts Ménagers. C'est une cafetière qui permet d'abord de faire un grand nombre de tasses dans un temps relativement rapide. Nous l'avons surnommée d'ailleurs la cafetière des familles nombreuses et des gens pressés. Bon, alors elle comporte un bloc de chauffe qui est surmonté par un réservoir où l'on met l'eau froide. Ce réservoir comporte des graduations indiquant le nombre de tasses. Sur la partie droite, vous avez une plaque chauffante sur laquelle repose le pot qui recevra le café. Et sur le pot, un filtre tout simple dans lequel on met un filtre papier. La ménagère a donc simplement à mettre la poudre de café. Elle remplit le réservoir d'eau. Elle enclenche l'interrupteur. À ce moment-là, l'eau chauffe au fur et à mesure par un serpentin intérieur, passe par ce bec verseur ajustable. La ménagère peut utiliser tous les pots qu'elle veut. Elle peut régler la hauteur. L'eau à environ 85
96 degrés, 95-96 degrés, retombe sur la poudre et qui ensuite descend dans le pot. Quand toute l'eau est passée, vous avez un interrupteur qui automatiquement arrête le bloc de chauffe et il ne reste plus en marche que la plaque chauffante qui maintient le café à température pendant tout le temps que vous le désirez. Voilà qui paraît un peu complexe pour décrire quelque chose que nous trouvons relativement simple. Oui, c'est simplement de faire percoler un peu d'eau sur un filtre. C'est quelque chose qui remonte en fait au XVIIIe siècle, puisque le café est à l'origine une décoction. On fait bouillir du café moulu avec éventuellement des aromates, du sucre. Ça, c'est le café dit turc, qu'il faut laisser reposer. Les Européens l'ont connu ainsi, l'ont importé ainsi. Et puis, finalement, on trouvait que eux qui mettaient éventuellement du lait, c'est quelque chose qui se mélangeait mal. Effectivement, on mange un peu de café et donc on va le filtrer. Donc on filtre le café en Europe alors que les Européens ont connu le café turc, c'est-à-dire une décoction où le café bout avec du sucre et éventuellement des aromates. Donc dès le 18e, on utilise des filtres, on dira à la chaussette plus tard, juste d'autant plus que le coton, les tissus des cotonnades, les indiennes arrivent massivement à ce moment-là et représentent d'excellents filtres. Et puis ensuite, on va utiliser des filtres métalliques vers 1800, en particulier à Paris, avec l'évêque du Bellois qui va utiliser des cafetières 2 corps. C'est l'invention des cafetières avec 2 parties, de l'eau qui chauffe en haut et puis qui filtre en bas. Il donne son nom du coup ? Et qui va donner son nom aux cafetières qu'on appelle à la dubelloise. À la fin du 19e siècle, ce sont les Italiens qui vont inverser les choses et faire monter au contraire l'eau par la vapeur dans des cafetières qui seront, elles, sous pression. C'est ce qu'on appelle toujours une cafetière italienne. Ces cafetières, elles nécessitent toute une industrialisation. Il y a derrière tout un travail des métaux en particulier qu'on ne pouvait pas faire au XVIIIe siècle. Donc c'est lié à la révolution industrielle. Alors je voudrais maintenant que nous évoquions tout ce qui accompagne ces 3 boissons souveraines que nous avons évoquées, le thé, le café et le chocolat, en particulier le rôle du pain, de la tartine, du pain de mie, et puis des croissants. C'est intéressant d'évoquer la naissance du croissant en 1837, inventé par un monsieur Schweitzer, j'ai envie de le saluer, et qui connaît la pâte feuilletée, c'est-à-dire son aspect actuel, seulement à partir de 1900 environ, n'est-ce pas ? C'est beaucoup plus récent qu'on ne le pense, y compris la baguette, mais évidemment toutes les viennoiseries. On a des précurseurs dans la première moitié du 19e siècle, à Paris en général, la Schweitzer est rue de Richelieu. Il est d'origine viennoise. D'où l'expression viennoiserie. Voilà, d'où l'expression viennoiserie et le nom d'ailleurs du boulanger spécialiste dans ce type de produit qui s'appelle un viennois dans les ateliers de boulangerie. Et ce développement se fait en fait dans la seconde moitié du 19e, la fête impériale de Napoléon III ayant généralement un rôle de précurseur. Parfois d'ailleurs dans un sens auquel on ne s'attend pas, parce que la baguette est en grande partie due à Haussmann. Alors le préfet Haussmann, c'est pas qu'il fait des longues avenues et qu'il a un rapport avec la baguette, c'est parce que il réglementait les boulangeries de manière à ce qu'elles ne travaillent qu'à partir de 4 heures du matin pour éviter au maximum les risques d'incendie. Donc de ce fait, il fallait faire lever la pâte relativement tard par rapport à la boulangerie précédente et on fait faire des pains qui cuisaient vite. Donc les pains longs cuisent beaucoup plus vite que les pains ronds. Ce qui correspond à l'évolution de l'alimentation des urbains ou des néo-urbains du 19e siècle, dû à l'exode rural, qui avaient cette fois-ci pris l'habitude d'acheter leurs biens alimentaires tous les jours. C'est l'invention du commerce de proximité qui existait peu au 18e siècle. Et la baguette qui sèche plus vite que le pain en forme de boule. Voilà, se conserve beaucoup moins bien, ce qui est un inconvénient par rapport aux pratiques anciennes. Et qui permet de faire des sandwichs et de... Voilà, mais qui permet effectivement d'abord d'avoir plus d'extérieur, plus de croûte. Donc ça le rend beaucoup plus croustillant comme pain. Et s'il se consomme vite, il peut effectivement être utilisé sous forme de tartine, puisque sa forme va prédisposer à l'idée de tremper dans un bol, qui est aussi une invention de l'époque, et qui donc va faire la tartine de pain. Mais vous voyez, la baguette, c'est de la seconde moitié du 19e siècle. Elle ne sera d'ailleurs codifiée qu'après la guerre de 14. L'habitude de mouiller, comme on dit, est assez récente et n'est pas absolument universelle. Tremper sa baguette dans son café au lait. Voilà, la baguette dans le café au lait était par ailleurs une pratique considérée comme populaire, qui n'était pas de bonne tenue, et donc qui distinguait les éléments dans la société. Mais effectivement, la baguette va devenir la base de la baguette fraîche, la base du petit déjeuner associé au café au lait. Au XXe siècle, un Français moyen consomme 1 kilo de pain
par jour. Il faut 4 baguettes, nous dites-vous, pour atteindre ce chiffre. Oui, dans leur poids actuel, parce que c'est relativement récent, les 250 grammes. Mais les 4 baguettes, effectivement, c'était le pain populaire était consommé sous forme beaucoup plus de grosses miches, de pain. La baguette était relativement chère par rapport aux autres produits. Mais effectivement, ça devient plutôt le pain du petit déjeuner. C'est d'ailleurs pourquoi le prix de la baguette a été longtemps contrôlé par le gouvernement. Absolument, depuis 1918 jusqu'au décret Balladur, enfin jusqu'à la fin du XXe siècle, la baguette est l'objet de beaucoup de soins parce qu'il peut provoquer l'émeute. Et puis il y a l'essor du grille-pain qui donne toute sa chance au pain de mie. Mais là, on est outre-Manche et même outre-Atlantique. C'est pas une pratique continentale. Le fait d'utiliser des pains qui se conservent, là cette fois-ci, on est dans le domaine de l'agroalimentaire, y compris pour le pain. La baguette, le pain de mie est un pain industriel. Donc, même si les boulangers peuvent en faire, ce pain industriel, il va se griller le matin parce qu'il contient beaucoup d'eau pour pouvoir se conserver. Et donc, on va le griller pour le rendre chaud. Pour ça, il faut inventer le grille-pain. Ça sera non sans mal, parce que les premiers grille-pains utilisent du fer, essentiellement, qui se consomme à cause du flux électrique qui passe à l'intérieur. Donc il va falloir inventer des mélanges métalliques complexes pour pouvoir, des alliages, pour pouvoir réussir à faire des grille-pains qui durent. Même si c'est un des objets qui se périme le plus vite possible. Enfin, ça se casse assez vite, un grille-pain. On n'a jamais réussi à trouver des grille-pains qui durent des dizaines d'années. Le grille-pain, donc, ça s'invente aux États-Unis vers 1900. Et en plus, ça a un effet chimique de griller le pain. On passe de l'amidon. L'amidon disparaît, devient du... Il s'allège, en fait, il diminue. Mais vous avez effectivement un pain qui est beaucoup plus léger et facile à digérer quand il est grillé que quand il reste cru, enfin presque cru. Donc la charge en amidon est moins élevée. Voilà. Mais effectivement, c'est non seulement le plaisir de l'avoir chaud, mais aussi le plaisir de l'avoir plus léger. Il faut dire aussi un mot, Christian Grattalou, d'un dernier ingrédient qui a fait irruption, qui a surgi dans nos petits déjeuners, je veux dire les céréales. Alors, irruption en 2 temps, parce que c'est une invention des États-Unis. C'est dérivé du porridge au départ, de la bouillie. Et dans le cadre de la guerre de sécession, puis surtout du traitement des blessés ensuite, on a inventé une nourriture tout à fait efficace pour le petit déjeuner, qui était ces pétales de céréales. Dans l'Indiana ? Oui, dans un hôpital dirigé par monsieur Kellogg, qui ensuite a commercialisé avec son frère ce produit. Mais il n'est arrivé en Europe occidentale et en France en particulier que dans le cadre de la mondialisation récente, dans les années 70 essentiellement. Alors là, il a pris une place considérable. Et c'est un bel exemple de l'agroalimentaire et de la mauvaise diététique. Avant de clore notre conversation, Christian Grattalou, je voudrais que nous parlons toujours de mondialisation, cette sorte d'affrontement sud-nord, comme on pourrait dire selon une formule un peu simpliste, qu'incarne l'arrivée du petit déjeuner moderne sur nos tables du matin. En particulier l'idée qu'il a fallu beaucoup de malheur dans les colonies pour produire toute cette offre. On pense au Candide de Voltaire, qui rencontre un travailleur dans une plantation et qui lui dit quand nous travaillons aux sucreries et si la meule vous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les 2 cas, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. » Fin de citation. Alors c'est effectivement essentiel parce que l'esclavage qui donne le sucre, qui est l'histoire la plus ancienne, puisque c'est une des motivations essentielles de la traversée de l'Atlantique, c'était aussi diffusé pour les plantations de caféiers et de cacaoyers. Ça le sera au XIXe siècle dans les plantations de théiers, qui sont plus récentes, sous la forme des coulis, qui ne sont pas exactement les traites négrières, mais qui ne valent guère mieux pour la vie des travailleurs. Donc oui, il faut jamais oublier que c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe, dit l'interlocuteur de Candide, mais c'est à ce prix que vous buvez du thé, du café et du chocolat. C'est quelque chose qui est essentiel, c'est cette inégalité qui est très largement à l'origine de l'inégalité nord-sud qui nous est toujours contemporaine. D'où la chanson fameuse qu'interprète Mouloudji, Planté Café, sur des paroles d'Eddie Marnet et une musique d'Émile Stern en 1958.
Et je la ferai suivre par une... Il rappelle très justement le dur métier des travailleurs de plantation. Là, il s'agit plus sans doute des travailleurs du 19e, 20e siècle que des esclaves du 18e. Mais enfin, c'est toujours une forme d'exploitation particulièrement forte de planter café sous le soleil des tropiques et de porter café dans le ventre des navires. La publicité, d'ailleurs, n'est pas, dans l'entre-deux-guerres, encore libre de toute allusion à ce monde-là, puisqu'il y a le fameux Banania, où on introduit de la banane avec le chocolat, et on entend ça sur les ondes, en 1938 et en 1939. C'est un déjeuner, un goûter délicieux, Banania. Banania, Banania. Il y a bon. Banania, Banania. 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 Il y a bon, Banania. Nous parlions jusqu'ici de l'Europe en général, mais il demeure de grandes différences suivant les spécificités, les idiosyncrasies particulières. C'est d'abord une histoire mondiale, parce que le café est arrivé par l'Italie, venu du Proche-Orient, le thé venu d'Asie est venu par la Grande-Bretagne, et le chocolat est venu par l'Espagne. Donc il y a des traditions qui subsistent encore. Par ailleurs, il y a une grande opposition nord-sud, c'est que au nord de l'Europe, le dernier repas de la journée est relativement peu copieux et tôt, alors que de ce fait, le latin, on a faim. Donc le breakfast britannique, par exemple, en est un bon exemple, hein, on mange copieusement. C'est exactement l'inverse si vous pensez entre autres aux Espagnols, mais au monde méditerranéen en général, où on mange copieusement et tard le soir, donc le matin on n'a pas faim. Et on va manger peu et plus tard dans la matinée. Donc on a cette opposition qui organise encore tous les rythmes des petits déjeuners européens. Le confinement aura eu une influence sur les relations, le commerce que nos contemporains entretiennent avec leur petit déjeuner? Il a revalorisé le petit déjeuner dans la mesure où il est devenu plus familial, plus pris en commun et préparé plus longuement. Donc effectivement, oui, il y a un regain du petit déjeuner comme plus structuré. Eh bien, grand merci, Christian Grattalou, d'avoir ainsi éclairé nos PDDM, nos petits déjeuners du matin. Votre livre, sur lequel j'ai fait fond naturellement pour préparer notre émission, s'intitule « Le monde dans nos tasses, l'étonnante histoire du petit déjeuner ». La première édition est de 2017 chez Armand Collin et on vient de l'offrir chez Duno en forme de poche. La tasse, c'est aussi un mot qui est apparu à quel moment ? Ah, ça vient de tassa italien, qui vient lui-même de l'arabe. Donc, on a une filiation typiquement méditerranéenne. Ce que les Européens ont rajouté, c'est l'anse. L'anse de tasse, c'est une innovation, alors que la tasse du turco-arabe dérive du persan, dérive elle-même de la tasse à thé chinoise, comme la théière, qui est devenue cafetière. Vous avez aussi publié récemment un livre notable qui s'appelle « L'invention des continents et des océans », paru chez Larousse en 2020. On voit bien que c'est le tissu même de cette réflexion que nous avons eue ce matin, qui est là, présent. Et puis, on a beaucoup remarqué, je le disais en commençant, la publication que vous avez assurée en intime connivence avec la revue L'Histoire, d'Atlas Majeur, qui connaissent un grand succès de librairie. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Alors, c'est d'abord grâce à la revue L'Histoire qui avait fait depuis près de 40 ans avec des cartes qui accompagnent toujours de cartes. Ça, c'est lié à la tradition française de l'histoire-géographie. Et ces cartes, il fallait les regrouper dans un atlas. Et les éditions des Arènes ont eu cette idée excellente. Donc, cet atlas qu'on a complété, qu'on a enrichi et qui ne cesse lui-même de s'enrichir, la seconde édition en témoigne, c'est quelque chose qui a donné un succès qui a permis de publier d'autres atlas, celui de la France et puis celui qui m'est particulièrement cher, l'Atlas historique de la Terre, parce que ça nous permet, dans le contexte contemporain, de réfléchir à tous les capitaux terrestres que nous sommes en train de gaspiller. Vous nous donnez une idée du tirage ? Alors, l'Atlas historique mondial a 14 traductions pour le moment, et en France, il doit dépasser ces jours-ci les 100 000 exemplaires. Chapeau, vraiment. La Terre en est à plus de 50 000. Vous avez donné aussi une géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre, parue également aux Arènes, en 2023. C'est un peu le récit qui est en sous-texte des atlas que l'on vient de citer. Merci beaucoup. Merci de votre invitation et de ce petit déjeuner pris ensemble. C'était un bonheur, mon cher collègue. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète, vous le savez, sur le site et les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et puis écouter, réécouter, podcaster cette émission comme toutes celles qui vous ont été offertes depuis 2011.
Miel, sel, thé, lait, crème, pain, beurre, et puis le sucre et le café noir, et les oranges pour la jeune fille. C'est effrayant ce que ça mange à son réveil, une famille. Café au lait pour le patron, du thé léger pour la patronne, mais que la bonne fasse attention. Le pain grillé doit être grillé différemment pour chaque personne. Il n'est jamais assez grillé comme il voulait, et quant au lait, c'est sûrement celui de la veille. C'est effrayant ce qu'une famille à son réveil, ça peut gueuler. Et tandis que vous écoutez un extrait d'une opérette de 1933, « Oh mon bel inconnu », dans une version de 1971, sur une musique de Reynaldo Hahn avec des paroles de Sacha Guitry, je vous rappelle que vous venez d'entendre une émission de Jean-Noël Jeannet, Concordance des temps, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec Adrien Gaza à la prise de son, Célin Guillemard à la discothèque, Véronique Jolivet pour les archives de l'INA et Patricia Miura pour la documentation. Pourquoi du miel, du sel, pourquoi du thé, du lait, du beurre, et puis pourquoi du pain grillé? J'ai toujours peur d'en oublier. Si ce n'est pas pour m'ennuyer, je suppose que c'est par pause qu'ils mangent tout ça. Pourquoi du sucre et des oranges? Pourquoi qu'ils ne mangent pas la même chose? Enfin, pourquoi tous ces gens-là ne mangent-ils pas tout simplement du chocolat comme moi?